Les Chinois d'aujourd'hui, bien qu'ils aient vécu depuis 1949 sous la direction du Parti communiste, et bien qu'ils aient été fortement influencés par la culture occidentale depuis l'ouverture des années 80, conservent la singularité de leur culture. Et cela ne saurait être effacé en 100, 200 ou même 300 ans. L'accent sur la relation de l'individu avec Dieu. Le but de la vie, tel que l'explicite la religion, c'est d'aller au paradis, de rejoindre Dieu. Les Chinois se soucient plus de transmettre leurs biens matériels et culturels à leur descendance. C'est là l'héritage du confucianisme. Mais il ne faut pas oublier que les Tibétains croient avec ferveur au bouddhisme qui est venu de l'Inde. Ils se préoccupent plus de la vie future que de la vie réelle. Ainsi, malgré leurs conditions de vie misérables, les serfs du Tibet étaient apparemment peu enclins à la révolte. Ils plaçaient leur espoir dans la vie future, non dans le présent. Le Parti communiste s'imaginait que ces pauvres serfs souhaitaient la révolution, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Il est le premier Dalai Lama dans l'histoire à occuper un poste de dignitaire de champ de plusieurs temples par des militaires chinois. La CIA convainc les dignitaires tibétains de constituer une armée anticommuniste. La conférence de Bandung permet pour la première fois à la Chine d'apparaître en tant que grande puissance. Un des principes de Bandung était que tous les pays étaient égaux. En 1956, le Parti communiste soviétique tient son 20e congrès. C'est lors de ce congrès que les dernières années du stalinisme sont critiquées pour la première fois. Mao Tse-tung est ravi. Il était lui-même critique envers Staline, mais il ne pouvait pas l'exprimer publiquement. Et voilà que le Parti communiste soviétique lui-même critique Staline. Mao Tse-tung avait enfin la possibilité... La Chine avait été si pauvre. Ils y croyaient. Nos dirigeants étaient des patriotes. Mais ils ont pris le mauvais chemin. Une utopie irréalisable. Éliminer le secteur privé, éliminer la production familiale, manger dans les cantines collectives, ne pas autoriser les paysans à cultiver leur lopin de terre, tout cela mis ensemble a eu des conséquences terribles. Mao, dans les années 60, pendant la Grande Famine, a développé l'arme atomique. Comment juger cela? Deng Xiaoping a prononcé alors la phrase célèbre « Peu importe que le chat soit blanc ou noir, du moment qu'il attrape les souris ». Tous les Chinois connaissent cette citation. C'est facile à comprendre. Du moment qu'on peut accroître la production et améliorer les conditions de vie de la population, tous les moyens sont bons. On se débarrasse ainsi des solutions idéologiques. On ne veut pas savoir si c'est juste ou pas sur le plan théorique. On regarde d'abord si la production peut s'accroître, si les conditions de vie de la population peuvent s'améliorer. C'est ça le plus important. Le 9 septembre 1976 advient ce que certains espéraient depuis de longues années et ce que d'autres ne pouvaient même pas envisager. La mort du grand... C'est finalement Deng Xiaoping qui, lors du comité central de décembre 1978, s'empare de la direction du parti, malgré l'opposition du courant... Xiaoping et Mao Tse-tung réside dans le fait que Deng Xiaoping a compris que pour que le Parti communiste survive et garde le pouvoir, il fallait que le peuple ait la possibilité d'une vie meilleure. C'est pourquoi il a entamé les réformes. Offrir une vie confortable au peuple chinois était la seule garantie de la pérennité du parti. Le 1er janvier 1979, les États-Unis annoncent qu'ils vont fermer leur ambassade de Taïwan. C'est un passage obligé vers l'établissement des relations avec la République populaire de Chine. Deng Xiaoping devient le premier dirigeant chinois à se rendre aux États-Unis, répondant à l'invitation du président américain Jimmy Carter.如你说的叫第二个阶段，这个阶段我们集中的目标是进行工业、农业、科学技术和国防建设的4个现代化，力求做到在本世纪末实现中国式的现代化。讲的致富不是你们讲的致富，社会主义的财富属于全民，社会主义
Le point le plus frappant, c'est l'abandon de la lutte des classes, qui était au cœur de la politique de Mao. Mais depuis l'arrivée de Deng, c'est la construction de l'économie qui est au cœur de la vie politique. Il a eu cette phrase célèbre: « La pauvreté, ce n'est pas le socialisme. Le socialisme doit éradiquer la pauvreté. » Ce qui veut dire s'enrichir. Deng Xiaoping vient de libérer l'énergie d'1 milliard d'êtres humains. Dans le but de vivre mieux, de transformer sa vie matérielle, de rendre plus heureux son court passage sur Terre, le Chinois est prêt à tout inventer pour créer de la richesse. Il est difficile de se figurer la capacité à l'effort des Chinois et le sentiment d'urgence qui les habite. C'est inimaginable pour les Occidentaux. Le projet de Deng Xiaoping consiste à donner aux petits entrepreneurs privés la possibilité de monter leurs propres affaires tout le long de la côte Est, bien au-delà des zones spéciales. Depuis 1949, on nous disait que c'était mal de gagner de l'argent, que c'était criminel. Tout à coup, on nous dit c'est bien, il faut s'enrichir. Chacun doit compter sur lui-même pour s'enrichir. Ça a été un choc. Je me suis dit que peut-être la voie du capitalisme était inévitable. On aurait dit qu'il fallait passer par cette étape. De plus, on espérait que la Chine, grâce aux réformes, pouvait créer une nouvelle classe moyenne et que cette classe moyenne pourrait devenir la base d'une classe libre et démocratique. Dans les années 80, je suis devenu un libéral de plus en plus endurci. J'ai changé du maoïste que j'étais pour devenir de plus en plus libéral. Avant 1989, Deng pensait que le débat idéologique suffisait à combattre le mouvement de libéralisation de la société. En 1989, il comprend que l'idéologie ne résout rien. Il faut répondre par la force. C'est ainsi qu'il en arrive à prendre cette décision. À partir de là, il n'y a plus jamais eu en Chine de débat sérieux sur le sujet de la réforme politique. Sans même parler d'appliquer des réformes, le débat lui-même a été prohibé. Cette situation a perduré jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, la réforme politique chinoise est restée lettre morte. Les investisseurs occidentaux se retirent d'eux. Ils confient le poste de secrétaire général à Jiang Zemin, qui l'a soutenu dans la répression de la place Tiananmen. En fait, après Tiananmen, la Chine a pratiquement supprimé l'économie de marché. On en était arrivé là. Jiang Zemin a dit qu'il fallait supprimer les entreprises privées, qu'elles ne devaient plus exister. Deng Xiaoping a inauguré la configuration que nous connaissons aujourd'hui. Sur le plan politique, une dictature absolue du parti unique, pas de débat autorisé, tout le monde doit obéir au parti qui dicte la norme du socialisme, même si on nage en plein capitalisme. Pour Deng Xiaoping, l'économie de marché n'était pas la voie du capitalisme, pas plus que la planification n'était la voie du socialisme. Marché ou planification ne sont que des outils qui ne décident pas de la nature du régime. Nous avons pris les méthodes occidentales d'économie de marché pour les utiliser dans un socialisme à la chinoise. Le congrès du Parti communiste de 1992 marque officiellement le grand saut du pays dans l'économie de marché. Le Japon est le premier pays à lever les sanctions économiques, suivi peu à peu par l'ensemble des pays occidentaux. Pour venir sa fin, Deng Xiaoping a réorganisé le pouvoir central. Une direction bicéphale, composée d'un président consensuel et d'un premier ministre. Deng Xiaoping décède à l'âge de 92 ans. Il reste... Jiang Zemin a eu l'intelligence de comprendre que pour que le Parti communiste survive, il fallait qu'il ouvre ses portes à ces nouvelles classes, aux capitalistes, aux classes professionnelles bien formées. Les hommes d'affaires peuvent dorénavant intégrer le parti.
mais aussi les meilleurs étudiants des plus prestigieuses universités, repérés par des cellules spécialisées. Pour contourner le blocus occidental sur les armes, Pékin accueille Boris Eltsine afin de consolider une coopération qui permettra à la Chine d'acheter à la Russie ses armements les plus modernes. C'est seulement si nous atteignons une capacité militaire équivalente que les États-Unis reconnaîtront notre place. Sur ce plan, les Chinois sont très réalistes. Ils développent leur économie, ce qui leur permet de se développer militairement. Les lobbies industriels ont pris depuis un moment déjà l'habitude de faire renoncer les politiques à subordonner le commerce avec la Chine au respect des droits de l'homme. Américaine qu'à la démocratie en Chine. Plus la Chine a gagné en puissance économique, moins la communauté internationale a été exigeante en matière politique. L'installation de milliers d'entreprises va faire de la Chine la première usine du monde. Elle engrange des montants considérables de devises qu'elle va utiliser pour prendre un leadership mondial. Elle devient une puissance reconnue. Vous savez, il y a un grand changement qui est en cours aujourd'hui dans les relations internationales. C'est que le centre de gravité des relations internationales est en train de déplacer de l'Atlantique vers le Pacifique. C'est un changement, c'est le changement le plus important depuis 4 siècles. Le président Hu Jintao devra gérer les dérives et les effets pervers du libéralisme. Il s'appuie pour cela sur un nouveau concept idéologique, la société harmonieuse. Le potentiel de son marché intérieur lui permet d'imposer des transferts de technologie aux entreprises qui veulent s'implanter dans le pays. La Chine atteint en 2005 le 4e rang économique mondial, derrière les États-Unis, le Japon et l'Allemagne. Et en cultivant cette relation, que la Chine a gagné la confiance des pays africains. Les relations sino-africaines ne doivent donc pas être envisagées du seul point de vue actuel. Il faut remonter à la conférence de Bandung de 1955. La Chine, elle, se limite à l'économie. Elle finance des routes, des ponts, des stades, sans s'ingérer dans la politique intérieure des États africains. Ça, c'est le modèle chinois. Le modus operandi harmonieux. Sur la Lune sera immanquablement chinois. Exercer une domination totale sur l'Asie. Elle a l'enjeu de conflits futurs du fait des gisements potentiels de gaz et de pétrole. Une tension supplémentaire est à craindre avec les États-Unis, qui protègent sans faillir les concurrents asiatiques de la Chine. Les USA se croient être la seule superpuissance. Ils envisagent l'éventualité que la Chine les mette au défi d'un point de vue stratégique. Deuxièmement, ce sont les pays limitrophes, le Japon, l'Inde et l'ensemble des petits pays d'Asie. Pourquoi? Ils ont des problèmes de territoire avec la Chine, des problèmes maritimes. Alors ils se disent que si la Chine se développe, elle risque de les attaquer. Je pense qu'il y a 2 problèmes principaux qui peuvent être à l'origine de conflits. Le premier, les ressources naturelles. Comment garantir leur utilisation pacifique? Le second, le marché. C'est de ces 2 problèmes que viendrait une guerre. Pas pour des questions de droits de l'homme ou d'idéologie. J'en suis certain, mais pour des raisons concrètes. Pour faire face à ces dangers, il faut contraindre les États-Unis à renoncer à son rôle de gendarme du monde, mais surtout à leur faire accepter l'idée d'un monde multipolaire. La Chine se rapproche alors à nouveau de la Russie. Les accords de Shanghai ont posé depuis 2001 les bases d'une coopération avec le nouveau président russe, Vladimir Poutine, qui accepte de fournir à Pékin du gaz, du pétrole et du matériel militaire. À se questionner sur elle-même. Un sondage du quotidien du peuple révèle les 3 souhaits partagés par plus des 2/3 des citoyens chinois. Gagner de l'argent arrive en tête. Vient ensuite voyager et enfin voir la Chine devenir la plus grande puissance mondiale. Je ne sais pas comment... L'exode rural en Europe s'est étalé sur 2 siècles.
En Chine, 2 à 300 millions de personnes sont arrivées dans les villes en 30 ans seulement. Durant les 20 prochaines années, il y aura encore 2 à 300 millions de personnes qui viendront peupler les grandes agglomérations. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 générations, entre 5 à 600 millions de personnes auront rejoint les villes chinoises. Avec le slogan « Un seul monde, un seul rêve », le gouvernement imagine conquérir le cœur des peuples de la planète. Que le système de pouvoir centralisé est plus efficace que les démocraties capitalistes quand il s'agit de faire face à la crise. Ils n'ont besoin de discuter avec personne. Ils peuvent prendre des décisions tout de suite. Certains intellectuels ont théorisé ce constat. La force de la Chine résiderait dans la puissance et l'efficacité de son État. Mais cette théorie suppose le resserrement du contrôle, l'encadrement de l'opinion publique et de la société. C'est dans la logique. La question, c'est celle du prix à payer. La crise n'a pas fait plonger la Chine. La récession lui aura permis au contraire de prendre la mesure de sa puissance. Elle rationalise les pans les plus stratégiques de son économie. Les Chinois ont soudain réalisé l'ampleur des problèmes bancaires et des problèmes financiers des États-Unis. La Chine ne peut plus suivre cet exemple. La Chine a utilisé cette image ironique. Nous traversions la rivière en marchant d'une pierre à l'autre, mais arrivés au milieu, nous nous sommes aperçus que l'autre rive s'était effondrée. Au chapitre de ses succès, le pays affiche fièrement la réussite de certains citoyens dans des villes pilotes qui fleurissent sur l'ensemble du territoire. Construite patiemment par ces paysans entrepreneurs, la première d'entre elles, baptisée la Cité du Bonheur, s'enorgueillit d'être le premier site touristique d'un rêve chinois devenu réalité. Mesurer le développement d'une ville par le critère du bonheur ne peut pas être un simple slogan. Ce slogan doit recouvrir un contenu et des objectifs concrets. Nous avons donc 5 critères pour mesurer le bonheur à Tianjin. Les gens Passé, il y avait 4 ou 5 enfants dans une famille. Celui qui étudiait bien allait à l'université. Maintenant qu'il n'y en a plus qu'un, il a l'obligation d'être un génie. Ils ont des ordinateurs, des portables, des MP4, tout. Ils ont même plus que les enfants européens. Ils vivent dans un environnement aisé. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ils ne s'occupent plus de leurs parents. L'attitude des Chinois à Copenhague a été de dire « Ne vous mêlez pas de nos affaires ». Car en Chine, bien qu'il y ait d'autres sources d'énergie comme les énergies solaires, éoliennes, hydrauliques, la source d'énergie principale reste le charbon. Le charbon, c'est justement ce que Copenhague souhaite contrôler. La réponse des Chinois a été de refuser toute ingérence dans leurs affaires. Consciente d'être aussi devenue le premier pays pollueur de la planète, la Chine fait un pied de nez aux Occidentaux en devenant le premier producteur et exportateur d'éoliennes et de panneaux solaires, tout en mettant en chantier le plus grand nombre d'usines nucléaires de la planète. Mais l'inertie de ce modèle de développement est très difficile à contrer. En tant que Chinois, en tant que citoyen qui aime profondément son pays, je souhaite que tous les Chinois puissent bien vivre. Mais il faut néanmoins comprendre que si 1,5 milliard de personnes atteignent le même niveau de vie que les Occidentaux, le problème posé au reste du monde sera colossal. Si chaque famille chinoise possédait 1 ou 2 voitures, comme c'est courant en Europe, que deviendrait notre monde? La Chine avance pourtant dans cette voie. On ne peut pas souhaiter pour autant que les Européens vivent bien et que les Asiatiques vivent mal. C'est le paradoxe. Et si vous prenez n'importe quelle ressource, quelque importante qu'elle soit, et se divisez par 1,3 milliard, vous en avez très peu. Et si vous prenez un problème, même un tout petit problème, si vous multipliez par 1,3 milliard, vous avez un gigantesque problème. Cette notion de nombre est absolument essentielle.
Et c'est là quelque chose qui a tendance un peu à agacer les Chinois, effectivement, de se voir donner des leçons par des pays qui ont très bonne réputation, comme la Suède. Toujours à la recherche d'éléments fédérateurs, le pouvoir commémore en grande pompe les multiples événements qui ont jalonné l'histoire du régime communiste. Il considère les dirigeants comme les descendants de Mao, parce qu'il pense que c'est lui qui a donné au peuple un grand sentiment de fierté nationale. La Chine a pourtant conscience qu'elle ne peut être Xi Jinping, un personnage de compromis entre les forces qui structurent le pouvoir chinois, de l'armée aux grandes entreprises, sera de fait d'une loyauté sans borne au Parti communiste. Heureusement, à l'heure actuelle, comme le monde occidental, la nouvelle Chine ne semble avoir que pour seule devise prospérité et croissance. Nul ne sait encore si le peuple chinois s'en contentera.